Voilà. Alors, bonjour tout le monde, bonjour tous et toutes. Merci de vous joindre au cinquième épisode de la troisième saison d'Autour du traducteur. Aujourd'hui, comme je le dis, c'est autour de la traductrice qui est Ingrid Leboulaire. Et je vous la présente aujourd'hui. Ingrid, je pense qu'on va commencer avec la phrase choc qu'on trouve sur ton site. C'est pas l'intelligence artificielle qui va faire mourir les traducteurs, mais c'est l'absence de marketing. Et Oui. c'est quelque chose, là. Moi, quand j'ai trouvé ça très percutant. Alors, on- avant de te présenter, on va présenter ton accroche. Mon positionnement, exactement. L'intelligence artificielle aujourd'hui déboule sur le marché, elle est en train de changer notre façon de travailler, en train de changer le regard sur notre expertise, de la même manière que Internet dans les années 90 a modifié complètement, a révolutionné l'univers professionnel, on vit la même chose. Évidemment à une échelle un peu différente et puis surtout à une vitesse différente parce que l'IA a déboulé en moins de 2 ans et a tout changé. Donc là, c'est allé vraiment très vite. Mais c'est pas ça qui va nous tuer, puisque la traduction, fondamentalement, c'est de la communication entre des gens. Euh, On est humainement programmé pour communiquer. Donc on ne peut pas se passer de communication. Donc on ne peut pas se passer de traducteur. Ça fait partie du quotidien. C'est impossible de tuer le monde de la traduction. C'est pas possible. Mais par contre, oui, la traduction change. Oui, les Ah, besoins des ok, clients très bien. évoluent, bien Ouais. entendu, avec l'intelligence Ah non, artificielle. non, pas du tout. Je croyais que vous voulez me chercher en voiture, ça je voulais pas. Oh, Je Philippe, crois on que Philippe, t'entend. Excuse, oui, Philippe, on Philippe t'entend partage avec nous son... son quotidien. Ok, bah écoute, Exactement. quand tu as 2 minutes, Communique, Bienvenue tu chez... communiques, Ingrid. ouais. Exactement. Il communique en français. Voilà, j'aimerais bien maintenant entendre la version traduite. Est-ce qu'on a des interprètes dans la salle? Ah. Donc c'est pas l'intelligence artificielle qui va nous tuer, c'est la manière dont on réagit à ce changement du marché. Parce que nos clients continuent à exister, ils continuent à communiquer. Une entreprise n'a pas subitement arrêté de vendre ses produits simplement parce qu'il y a une intelligence artificielle. Donc pour vendre ses produits, elle doit communiquer, elle doit avoir des sites internet dans plusieurs langues, elle doit avoir des documentations dans plusieurs langues, elle doit tenir des réunions, elle doit informer sa clientèle où qu'elle soit. Donc l'intelligence artificielle, oui, elle peut prendre en charge certaines choses, mais pas tout. Et il y a un sujet sur lequel les humains sont absolument imbattables, c'est l'adaptation culturelle. Et je ne parle pas seulement en termes de transcréation, donc de mots qu'on transcrit dans une autre langue joliment tournée pour que ça colle à la cible, mais vraiment de stratégie interculturelle. Un exemple tout bête, une entreprise, moi je travaille beaucoup avec les entreprises allemandes qui vendent en France. Et pourtant, ce sont deux pays qui sont vraiment mitoyens. On ne Oui. peut pas convaincre un acheteur allemand exactement de la même manière qu'on va convaincre un acheteur français. Donc ça peut être tout à fait possible, pourquoi pas, de traduire avec l'intelligence artificielle le contenu de 25 pages de site internet de l'allemand vers le français. Bon, ça va être un sacré mishmash en post-édition, d'accord, mais c'est possible. Est-ce que pour autant ce sera efficace? Pas du tout. Parce que les Allemands, ils vont se laisser convaincre par un argumentaire axé sur la sécurité, sur le respect des normes, sur éventuellement le respect de l'environnement. Le Français, il va se laisser convaincre par l'expérience utilisateur, le nombre de jouets d'enfants qu'on peut caser dans une voiture, la vie, le design, l'expérience, les émotions. Et donc tout le texte doit être repensé. C'est ça la vraie transcréation sur laquelle l'intelligence artificielle aujourd'hui ne peut pas rentrer en concurrence avec nous. OK. Alors, on va revenir, je vais revenir à tes valeurs, à toi. C'est une super belle entrée en matière. Je pense que tu as accroché tout le monde, Ingrid. J'espère, je ne sais pas. J'aimerais te faire connaître davantage toi-même. C'est quoi tes valeurs? On en avait parlé un petit peu hors micro. Je crois que tes trois principales valeurs, c'est le respect, le lien humain puis la communication. Et c'est ça, c'est toi, ces valeurs-là transparaissent dans ton approche. C'est moi, c'est qui je suis. Et toujours, dans tout, absolument, tout le temps, du réveil au coucher, même quand je dors, c'est moi. Donc voilà, mes valeurs, c'est ça. D'abord le respect.
Et le respect est décliné de trois manières. Le respect de moi-même, pour commencer, parce que quand on se respecte pas soi-même, ben, les autres vont pas me respecter non plus. Voilà, charité bien ordonnée, tout ça. Donc, je me respecte moi-même pour commencer. Puis, je respecte aussi les autres, les gens, l'humain. Et je respecte l'environnement, la nature. En fait, je respecte le vivant, que Le ce soit un vivant, vivant humain oui. qui parle avec moi ou que ce soit le vivant végétal dont je croise la route et que j'essaye de pas démantibuler. Voilà. Donc le respect. De Et, ça, oui, de ça, oui, vas-y. de cette valeur fondamentale de respect découle le lien humain. Puisque finalement, quand on respecte les gens, ben, on a envie de leur parler, on a envie de les aider, on a envie d'être en contact permanent avec eux. Et moi, j'ai faim de ça, j'ai faim de cette relation humaine avec les gens, j'adore ça. Tu vois, c'est vraiment un truc que j'adore. Et comme on aime le lien humain, bah forcément la communication, tu vois. Et, Et en plus, et, je et, suis une femme et en plus française, alors parler, et ta valeur non négociable parmi les trois, là, la valeur pour laquelle, sur le laquelle tu ne respect, feras aucun compromis, là, le c'est le respect. respect. Ah oui, oui. OK. OK. Tu Pour moi, c'est le t'engageras fondement de jamais la dans vie. une relation avec, si tu sens qu'il y a un manque de respect. OK. Jamais. Sur les trois plans dont tu viens de Oui, parler, toi-même, les gens et le vivant. exactement. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je ne travaillerai jamais avec certaines marques. Des OK, marques, parce par que ça exemple, ne qui font respecte pas le travailler les vivant. enfants, des marques qui détruisent l'environnement, des marques qui se moquent ouvertement des conséquences de leurs actions. Je ne pourrais pas travailler avec elles. Je vais pas les citer parce que légalement, j'ai pas le droit, mais Non, non, c'est ça. Non, non, je comprends très bien. mais il y a vraiment des marques avec lesquelles je refuse catégoriquement de travailler. Il y a des sujets dont je refuse que je refuse de traiter. J'ai Alors, déjà, moi, par exemple, oui, vas-y, vas-y. J'ai déjà, par exemple, refusé catégoriquement des textes, même payés, très bien payés. J'avais un texte qui est payé à 26 euros, 26 centimes d'euros, pardon, le mot. Donc c'est en canadien, je sais pas du tout en dollars canadiens ce que ça fait, aucune C'est- idée. Mais Oui, pour le voir, c'est très j'aurais bien dû me payé. prendre. Oui, OK. Et c'était par contre sur la chasse. C'était un texte qui allait promouvoir la chasse. Donc autant je respecte les valeurs des chasseurs, ceux qui veulent chasser, qui estiment que c'est important, c'est leur droit. Ça clash complètement avec les miennes, donc je refuse, tout simplement. Et tout à l'heure, on parlait de l'importance de travailler à salaire, d'avoir une stabilité. Ça peut t'amener à ce que ton employeur te propose ou t'oblige, dans le cadre du contrat que tu as signé avec lui, à travailler sur des textes qui vont à l'encontre de tes valeurs. Alors Est-ce le que gros avantage de travailler en tant que traducteur indépendant, c'est qu'on peut se permettre de refuser un projet. Effectivement, quand on est dans une entreprise, lié juridiquement par un contrat, c'est très compliqué. Là, il faut passer par la communication. Expliquer, débriefer, proposer des alternatives. Là, c'est vraiment juste le lien humain qui va jouer. OK. Alors ça, c'est Là, c'est vraiment compliqué de important. s'imposer, bah oui, vis-à-vis d'un patron qui nous paye et qui nous demande de réaliser un travail qui est dans le cadre d'un contrat prédéfini qu'on a accepté. C'est quand même compliqué de refuser, hein. Exactement. Moi-même, ça m'est déjà arrivé là de me retrouver avec ne serait-ce que des textes sur la cigarette, par exemple, qui vont à l'encontre de mes valeurs sur la santé. Je pense on a tous été confrontés quand on travaille en cabinet avec une agence là. Oui. C'est ça. Et puis l'autre aspect aussi que je voulais aborder avec toi, c'est ton parcours, tes études qui sont un parcours exceptionnel qui t'a permis de développer des champs d'intérêt, plusieurs champs d'intérêt, entre autres ce que vous appelez la licence que nous au Canada on appelle le baccalauréat. Ça t'a amené, je pense, à travailler c'est pas en marketing au niveau de la licence que t'as fait Ici, et quelques que j'ai licences. poursuivi après jusqu'au doctorat, effectivement. Je vais juste rajouter un petit Rémi Mhm. dans le chat qui dit de ce qu'on venait de dire juste avant, d'où la complexité de choisir une entreprise avec les mêmes valeurs que nous, dans un monde où l'argent se fait rare. Et je ne peux cautionner ce que tu dis, Rémi, c'est même au-delà de ça, j'applaudis à ce que tu dis. Effectivement, c'est très compliqué de refuser un contrat une fois qu'on l'a signé, mais par contre, on peut aussi choisir l'entreprise en fonction de ses propres valeurs. Alors, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours possible en plus d'anticiper les sujets qui vont nous être proposés après avoir signé le contrat, mais on peut au moins mettre toutes les chances de son côté avant même de signer, quoi.
En fait, ce que je voulais dire, c'était plutôt parce qu'on parlait tout à l'heure des cabinets de traduction, c'est qu'un cabinet de traduction, il peut tout d'un coup, d'une année à l'autre, signer un contrat avec un fournisseur Oui. quelconque va à l'encontre de nos valeurs, mais on est lié, comme tu dis, juridiquement en tant qu'employé. Puis on a quand même une certaine stabilité. Donc là, on a comme un conflit de valeurs personnel. Alors dans ces cas-là, il y a souvent moyen, alors, si c'est dans une agence de traduction dans laquelle on est salarié, il y Mhm, a certainement moyen en dehors de communiquer ouvertement et avec beaucoup de respect, j'insiste beaucoup sur ce point, mhm, avec son patron pour lui expliquer pourquoi ce sujet-là pour nous est un problème. Et mhm. là, il y a souvent moyen de trouver des arrangements, mais il y a aussi possibilité de faire des échanges thématiques avec des collègues. Il y a des collègues dans l'agence à qui ça pose peut-être moins de problèmes. Et du coup, on leur prend un Absolument. autre projet qui leur casse les pieds, et en échange, ils traitent ce projet-là. Donc il y a toujours moyen, dès l'instant où on est vraiment dans la réciprocité, dans le respect mutuel, toujours moyen de trouver des solutions. C'est très Mais le respect, intéressant. c'est vraiment la base, hein. Mhm. Absolument, absolument. Alors c'est ça, on revient à ton parcours, Oui, sur à tes les études. études. Ben, je vais faire court, hein, Sylvie. J'ai fait plein d'études Oui, différentes. Chaque fois, parce que dans la première, il y avait quelque chose qui me plaisait, qui me parlait particulièrement, que j'avais envie d'approfondir. Donc, j'ai mené à chaque fois, soit jusqu'à la licence, soit jusqu'au master, soit jusqu'au doctorat, selon les sujets. Aujourd'hui, j'en ai un en marketing et en égyptologie. Rien à voir. J'en fais un en terminologie en septembre, un doctorat. Et je pense qu'en doctorat, après, je vais probablement mener une étude que je suis en train de terminer là en ethnologie de la préhistoire. Donc ça aussi, ça me passionne beaucoup. Mais bon, c'est un autre sujet. Ce qui est mais je certain, trouve dans le doctorat, tu commences un doctorat en terminologie avec Madame c'est Brigitte Gauthier, c'est Gauthier, ça? ouais, Dans exactement. le domaine des métaux émergents, hein, c'est ça? Exactement. Alors ça va. Les métaux émergents en Europe et en particulier dans la terminologie franco-allemande, pour être OK, précise. OK. OK, c'est très, très intéressant. Donc, ça peut t'ouvrir, C'est passionnant. pour revenir à la traduction de notre propos, ça va peut-être t'ouvrir de nouveaux horizons. Dans 5 ans, tu seras peut-être dans le domaine des métaux émergents. Alors en fait, c'est un domaine de traduction que j'avais au tout début, avec le Max Planck Institut für Eisenforschung, l'Institut Max Planck pour la recherche Eisenforschung, la recherche sur le fer, le métal, les métaux ferreux. C'était passionnant. Et du coup, j'ai terminé évidemment cette séquence de mon travail de traductrice. Mais aujourd'hui, je réalise que le véritable besoin des clients avec lesquels je travaille, il est moins dans la technicité linguistique, donc dans vraiment la création de nouveaux termes, que dans l'adaptation culturelle. Spécifiquement, par exemple, pour les nouveaux métaux, les métaux émergents, la question c'est quels sont les marchés qui vont les acheter, quelles sont les applications concrètes de ces métaux et comment on peut les rentabiliser. Et les réponses à chacune de ces questions ne sont pas les mêmes selon qu'on parle à un marché français, un marché américain, un marché chinois. C'est pas les mêmes réponses. Et nous, traducteurs experts d'un marché, donc si on traduit par exemple vers le français canadien, vous êtes expert du marché canadien, plus spécifiquement probablement québécois. C'est Mhm. encore une autre façon de réfléchir, de penser, de travailler, de vivre au Canada anglophone. C'est complètement différent. Absolument. On parle beaucoup Voilà. ici de deux solitudes, hein, le Canada anglais, le Canada, le Québec, là. On est encore dans cette dynamique-là, malheureusement. Malheureusement, ou heureusement, après, On peut le voir des culturellement, deux je ne sais côtés, pas, oui. mais ça peut faire des deux côtés, tu sais. Ce qui est certain, c'est qu'un client, une entreprise qui veut vendre un produit unique, émergent, innovant, quelque chose qui n'existe pas encore sur un nouveau marché, a besoin de conseils stratégiques pour s'intégrer sur ce nouveau marché. Et ce conseil culturel de comment aller convaincre quelqu'un, dans cette culture, nous, traducteurs, on peut la fournir. On peut le fournir, ce conseil. OK. On peut le fournir parce qu'on connaît notre marché, on connaît notre culture. Il y a des choses qui nous semblent évidentes sur nos marchés, qui pour un client externe, pour une entreprise étrangère, est totalement opaque. Par exemple, en Allemagne, Facebook est très souvent utilisé par les entreprises.
Donc les entreprises communiquent beaucoup sur Facebook. Quand elles viennent en France, elles se disent, bah ok, on va faire une page Facebook française. Et ça ne marche pas du tout, parce qu'en France, les entreprises, elles sont sur LinkedIn. Elles sont pas sur Facebook. C'est tout bête, c'est tout simple, mais c'est une petite adaptation culturelle qui nous semble à nous évidente, mais qui ne l'est pas forcément pour le client. Et tout à l'heure, tu disais, parce que là, on est sur Facebook Live, qu'en France, ce serait pas possible. C'est Non, ça? pour des raisons Parce de que, RGPD, la sécurité des données. Les données sont automatiquement captées par Meta, donc le groupe Facebook, Insta et WhatsApp, et retransférées directement sur des serveurs aux États-Unis. Et ça, on ne peut pas, on n'a pas le droit. Alors, on a le droit d'utiliser Facebook Live, mais pas avec les logiciels Zoom ou des plateformes là OK, d'accord. Alors nous on peut le faire encore. Ben, alors c'est Encore. quand même très important, hein, quand même. C'est très important. En France, c'est pas, enfin, en Europe, c'est particulièrement important parce que cette histoire de conformité RGPD, ça peut nous valoir à nous, traducteurs, si on l'utilise mal, 20 000 euros d'amende ou Ah, alors 4% du chiffre d'affaires. Et c'est le montant le plus cher qui est choisi. Donc, d'accord. si on a, et c'est indépendant du chiffre d'affaires, c'est-à-dire que si on gagne 2 euros par mois, 4% de 2 euros par mois, c'est rien, on se dit, bon, c'est pas grave. Sauf que dans ces cas-là, l'institution va dire, ah, vous gagnez 2 euros par mois, c'est pas grave, vous nous devez 20 000. Ah ben oui, ils vont prendre le plus Ah, intéressant pour eux là, c'est eh sûr. oui. Ah oui, et c'est Donc, quelque on a chose. intérêt à faire très attention à ça. Alors ça c'est culturel, ça fait partie justement du bagage Oui, culturel qu'on doit oui, développer avec le oui. marché là. OK. Alors Et ça c'est c'est un des pas. gros freins à l'importation à l'intérieur de l'Union européenne par les Ah entreprises oui? hors Union européenne. Et OK. oui, parce que par exemple, une entreprise américaine ou indienne, c'est les deux pays qui ont le plus de problèmes avec ça, qui veulent importer vers l'Union européenne, ils ont des campagnes d'emailing, par exemple, des campagnes de courriel, des campagnes automatisées par courriel. Mhm. En Europe, il faut faire extrêmement attention avec ça, c'est extrêmement risqué. On ne peut pas envoyer un courriel à n'importe qui, n'importe quand on veut. Légalement, déjà, on OK. peut pas. Et techniquement non plus, parce qu'il y a toute une série de barrières au courriel qui ont été mises en place, qui font qu'on peut potentiellement détruire complètement sa campagne de communication en utilisant mal les courriels. Donc ça veut OK. dire qu'un client qui va investir 2 millions d'euros dans sa campagne de communication, s'il la fait mal, il perd 2 millions d'euros, plus une grosse partie de son image de marque. Donc c'est très dangereux. D'où l'importance du conseil culturel. L'intelligence artificielle peut traduire sans aucun problème la newsletter. Ce sera pas joli, mais ce sera compréhensible. Comme ce sera pas joli, ça marchera pas bien. Mais bon, au moins ce Mhm. sera compréhensible. Mais s'il se plante sur sa campagne, de toute façon, ce courriel pas joli mais compréhensible, il arrivera même pas dans la boîte du client. Alors elle ne sert à rien. OK. OK. Donc Donc, d'où notre importance. c'est partout dans l'Union européenne, c'est ça? Oui, C'est ça? OK. oui, Donc, avis à tout le monde qui écoute, là, puis qui vise l'Union européenne. C'est quand même important. Alors, oui. c'est ça. Donc, toi, donc, on était parti avec les métaux émergents, la terminologie. Et ce que je trouve intéressant, parce que c'est quelque chose que je sentais, que c'était un créneau qu'on devait développer, nous, les traducteurs, de proposer de la terminologie. Et aussi des formulations, parce que parler des métaux émergents à un public de scientifiques ou de techniques français, c'est peut-être pas la même façon que de le présenter en Allemagne ou aux États-Unis, là. Alors, il y a des façons, je pense que l'intelligence artificielle ne peut pas créer de la terminologie, Non, en tout cas, non. ne peut pas créer des L'intelligence formulations. artificielle, c'est une intelligence générative. Elle peut proposer des idées Oui, créatives, mais finalement, ce n'est jamais que prendre ce qui existe déjà et le juxtaposer de manière différente, comme un puzzle qu'on recompose. exactement. Moi, je dis souvent, toujours l'être humain est en avant de l'intelligence artificielle dans cette Oui, perspective-là, j'entends. oui, C'est ça. Puis on le sera oui, oui. toujours. Ah bah heureusement. En tout Oui. cas, pour l'instant, à première vue, on le sera toujours. Il faudrait développer tout un système d'intelligence. On n'y est pas. Dieu Non, non, merci, on non, n'y non, est on est pas. loin d'y être. On est loin d'y être et On c'est n'y est pas. parfait. C'est Mais parfait. le point qui pour moi est vraiment important, que je veux mettre en valeur par rapport à l'intelligence artificielle, c'est que si nous, traducteurs, on reste dans cette compétition de la course aux mots, je traduis des mots,
je suis payé au mot ou je suis payé à l'heure, on sera toujours en compétition avec la machine, qui, elle, traduira toujours plus vite et moins cher et sans râler et même la nuit et sans vacances que nous. Donc on sera toujours perdant dans cette course-là. Il faut sortir de cette espèce de compétition du mot pour rentrer sur la valeur. Et ça Nous, va humains, jusqu'à à délaisser ce que nous appelons les quatre tools, là, les environnements de traduction. ah, j'ai Fadma qui... Fadma, tu es là, ça me fait tellement plaisir. Il n'était pas Excuse-moi. possible de le rater, hein, ça. Oh, Déjà t'es un que amour. j'aime déjà tout ce qu'organise Sylvie et puis toi tu es là pour en parler aujourd'hui donc pour moi c'est la combinaison gagnante. C'est un raccord. Oh, ça fait super plaisir. Merci, Fadma. Un amour. Ah, c'est ça. Alors, c'est ça. Je reviens à Pardon. délaisser la compétition. Donc, ça va jusqu'à délaisser ou très peu utiliser les environnements de traduction. C'est ça. On s'en va plus vers la Pourquoi? production. Ben, je sais pas. Je le vois. Je le Non, vois non, comme ça. Ben, je te notre métier répondrais de parce que on traducteur. crée du contenu. On crée du contenu. Encore là, des choses nouvelles avant que les mémoires, que la terminologie soit rentrée dans les environnements de traduction. Si on laisse ça à c'est pas là qu'on va faire, qu'on va se démarquer. Ah oui. Parce que c'est Euh, un gros, gros je vois ce problème que... actuellement, là. Les environnements de traduction aussi, pour nous, se sont multipliés. On en a de très bons. Je donnerai pas de nom, évidemment, pour ne pas en On n'a pas le favoriser droit, un donc par tu as rapport à bien raison l'autre. de... Mais ce que je vois, et c'est très difficile malgré tout ce qui est dit, qu'on est supposé d'être capable de passer d'un TMX, un fichier TMX pour ceux qui les utilisent, c'est la norme universelle pour passer de un à l'autre. Mais il y a des balises qui font que chaque environnement de traduction a ses balises. Ça fait que quand on l'exporte dans un autre environnement, ben les balises sont plus à la même place. Moi-même, personnellement, pour un client, j'avais un environnement de traduction, je l'ai fait, ça a très bien été. Quand ils sont venus pour le mettre dans leur environnement, ben les balises, ça marchait plus. Ils m'ont tout refait faire dans leur environnement de traduction. Oui, Alors, alors c'est ça. l'intérêt de travailler avec des clients directs, avec des entreprises qui, Mhm. elles, ne cherchent pas des mémoires de traduction, elles cherchent pas des outils, elles cherchent des résultats. L'intérêt, c'est que le fichier qu'on va livrer, c'est le fichier final. C'est un document Word, c'est un Google Doc, c'est un document édité final. Donc finalement, pour le client direct, peu importe l'outil qu'on utilise, peu importe le processus qu'on met en place, pour lui, ça n'a aucun intérêt. Ce qui compte, c'est le résultat. C'est exactement comme si toi, Sylvie, demain, tu vas au garage, tu vas livrer ta voiture, tu vas laisser ta voiture au garage parce qu'elle fait du pou 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 pou. Tu n'as pas besoin de savoir pourquoi elle fait pou 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 pou. T'as pas besoin de savoir que ton garagiste va utiliser la clé de 10 ou la clé de 3. Je sais même pas si ça existe. Tu, Bon. tu n'as pas besoin de savoir combien de temps il bosse sur ta voiture. En ce qui te concerne, même s'il y a mis 5 minutes, toi, ce que tu veux, c'est à 18 heures récupérer la voiture et qu'elle roule. C'est tout. Le reste, tu t'en fiches. Le client direct, c'est pareil. Ce qu'il veut, c'est qu'avec le travail que tu vas lui fournir, il atteigne ses objectifs business. C'est tout. Le reste, il s'en fiche. Donc, ce qui va compter quand tu es traductrice, avec ce genre de client direct, ou je dirais plutôt si tu es consultante en communication interculturelle, que tu n'es plus que traductrice, la traduction devient un outil de ton travail, mais ce n'est plus l'essentiel, le cœur de ton travail. Tu vas lui donner des conseils. Donc, par exemple, pour ce que tu disais avec les 4 tools, eh bien, si ton client te dit, voilà mon site internet, il faut le traduire, tu vas regarder sur le site internet ce qui manque. Et tu vas par exemple dire, bah là, vous voyez, les conditions générales de vente ne sont pas présentes. Elles le sont en anglais, elles ne le sont pas en français. Il faut absolument avoir la version française. Ça, c'est tellement facile de le faire aujourd'hui avec un 4 tool. C'est Oui, très facile. Et c'est pas ton cœur ce n'est pas le cœur de la valeur que tu vas fournir. Le fait qu'il y ait des conditions générales de vente, c'est un must-have et pas un mhm. nice to have. Je sais pas si c'est assez. Je suis désolée pour l'anglicisme. On comprend. L'idée, c'est que ton client va dire, OK, moi, ce que je veux, c'est surtout que ma page de vente vende. Le fait il faut qu'il y ait des conditions générales de vente, j'y suis obligée, mais c'est pas ça le levier de décision qui va me faire acheter ton service, Sylvie. Ce qui va me faire acheter ton service, c'est que toi, je sais que tu vas me donner en toute réalité, dans mon intérêt personnel, tes meilleures recommandations culturelles sur les résultats que je veux obtenir.
Alors oui, peut-être qu'il faut que j'investisse 5 000 € pour faire traduire mon site. Et c'est possible. Peut-être qu'en fait, il suffit de 1 500 € pour faire traduire juste 2 pages, la page d'accueil et la page du produit phare. Je mets mes conditions générales de vente et le reste, je l'investis dans les réseaux sociaux, par exemple. OK. Donc, production de contenu, là. Rédaction. OK. Transcréation, je dirais, pas vraiment rédaction. On n'est pas des écrivains, on est des traducteurs. Donc ça veut dire par exemple que dans le cas précis, on prend un site internet, on le réduit à 2 pages, on va aller chercher tout l'argumentaire de vente du client qu'il a éparpillé sur son site internet, et on va comme un puzzle, on va le recomposer en 2 pages. Donc on va d'abord lui créer une première maquette brouillon, vraiment en mots-clés ou en récupérant des blocs de texte à droite à gauche pour lui montrer, voilà, monsieur le client, sur ta page de vente, à la fin, ce que tu auras. Est-ce que tu es d'accord avec cet argumentaire de vente-là? J'ai mis ça ici parce que ceci, j'ai rajouté ceci parce que cela. On essaye d'expliquer un peu ce qui se passe pour prouver notre expertise. C'est notre cœur de métier. Si on doit mettre du temps quelque part, c'est là. Le client valide l'architecture de la page et nous, après, charge à nous de faire un mélange entre traduction et création de contenu, donc vraiment une vraie transcréation, sur ce que le client, lui, a déjà écrit sur son site et ce que nous, on pense qu'il faut rajouter par rapport à la culture cible pour avoir quelque chose de magnifiquement efficace. Effectivement. Et maintenant, moi, ça m'amène à te demander de nous parler de ta fameuse approche, l'approche brioche. Est-ce que L'approche de tu peux... tous les OK. gourmands du business. Alors, on dit B pour besoin, R pour relation, I pour information, O pour offre, C pour confiance, H pour honnêteté et E pour engagement. Hey, c'est du boulot, ça? H pour habitude. H, c'est pour les habitudes Ah, et la constance. OK. Mais l'honnêteté est importante, ça découle de tout le reste, c'est le respect de base. D'ailleurs, c'est vraiment, quand on travaille avec un client direct, surtout, transparence égale confiance. Donc, pas de faux semblants, on ne fait pas semblant d'être expert d'un truc alors qu'en fait, on va demander à ChatGPT. On ne fait pas semblant de... on dit les choses avec vraiment beaucoup d'honnêteté. L'honnêteté est essentielle. C'est la base de la confiance. Donc, s'il n'y a pas d'honnêteté, il n'y a pas de confiance. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de relation, qu'elle soit contractuelle ou pas. Il n'y a pas de relation, point. Mhm. Donc, la méthode brioche, c'est la méthode, donc oui, B pour base, les bases, les fondamentaux. Il faut toujours savoir à qui je vends quoi et pourquoi. Je vends mes traductions, peut-être, mais en réalité, le service de traduction, c'est pas lui que je vends. Ce que je vends vraiment, c'est la valeur, c'est les résultats. Monsieur le client, je t'aide à vendre ou je t'aide à trouver des bénévoles si tu es une ONG, ou je t'aide à convaincre ta population si tu es un gouvernement, ou je t'aide à quelque chose. C'est quoi ce quelque chose? Il faut trouver ce résultat que cherche le client. Donc, si on a le qui, on a le quoi et on a le pourquoi. Ça, c'est la base. OK. Ce trio, c'est la base. C'est la base de votre modèle d'affaires. Donc le B, il est pour base. Le R, il est pour relations humaines. Il faut construire un réseau. Une fois qu'on sait à qui on vend quoi et pour quelles raisons, ben, il faut aller les chercher, ces gens-là. Il faut aller chercher nos prospects, nos clients, nos partenaires, nos influenceurs, tous les gens qui vont construire notre écosystème de spécialistes. Une fois qu'on a ce réseau, eh bien, il faut leur montrer notre intérêt. Il faut les intéresser à ce qu'on fait. Il faut montrer que nous, on est intéressés à ce qu'ils font. C'est un échange normal, humain. On est encore une fois dans la relation humaine. Donc il faut leur montrer, on les a choisis, ben, il faut qu'ils le sentent, tout simplement. Mhm. Et ensuite, il va falloir bien leur vendre quelque chose parce que finalement, on n'est pas tous que des philanthropes, hein, on est aussi des business, des chefs Mhm. Les d'entreprise, gens donc il faut qu'on d'affaires, vende. oui, absolument. Voilà, merci. Et donc, il faut une offre, c'est le haut de la brioche, il faut une offre claire. Et une offre claire, c'est un périmètre précis, avec des livrables faciles à comprendre et un processus défini. Le client arrive sur notre site internet ou notre profil LinkedIn, il sait ce qu'on va faire pour lui, quelle valeur on lui apporte, combien ça va lui coûter et comment ça se passe concrètement. Ça, c'est Alors là, important. pour ça là, c'est pas évident, mais en tout cas, on y reviendra tout à l'heure. Je vais te laisser continuer d'écliner brioche. Et on ne peut vendre cette offre que si on fait preuve de constance. Donc il faut vraiment de la régularité dans ce qu'on fait. Convaincre, construire la confiance avec quelqu'un, ça se fait pas en 2 minutes et ça se fait pas non plus en une seule fois 2 heures dans la journée. C'est pas possible. Il faut
plein de fois, 5 minutes, autour, voilà, tous les jours, 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Imagine si tous les jours, tu invites 5 personnes dans ton réseau, tu fais 5 commentaires à des gens qui sont dans ton réseau, tu likes 10 publications et tu réponds à 2 messages privés tous les jours. À la fin de la semaine, combien t'as fait? À la fin du mois, à la fin de l'année. Il n'y a pas besoin pour prospecter d'y passer des siècles et de s'éclater les neurones sur un truc hyper compliqué. Il faut créer du lien humain et il faut le faire avec régularité. Donc la constance. Et le H, ce sont les habitudes. Tu ne peux avoir cette constance et cette régularité que si tu mets en place des habitudes faciles à tenir. Si tu t'obliges à faire des choses qui sont contre ta nature, que tu ne te respectes pas, ça ne tiendra pas sur la durée. Donc il faut faire des choses qui te ressemblent. Et là, il n'y a pas de réponse magique. C'est toi et ton client. Et enfin, le E, c'est l'engagement. Il faut montrer que tu es vraiment, tu as envie d'aider ton client, mais sincèrement. Il faut lui prouver. Et donc pour ça, il faut lui donner de la valeur. C'est par exemple ce qu'on est en train de faire ensemble aujourd'hui, Sylvie. Absolument. Alors, c'était ma question, en fait, pour bien cerner ton client cible. Je pense qu'on se la pose tous un peu cette question-là. Comment on peut faire? Là, je vois qu'il y a des gens qui, mettons, qui s'en vont en médical, qui sont des traducteurs qui sont spécialisés en médical, et c'est quasiment une deuxième profession, la traduction. Oui, Ils ont été déjà des professionnels de la santé dans une autre vie, là. Alors, eux, ils arrivent et puis ils savent, ils connaissent très bien les besoins de leurs clients et ils sont même perçus par leurs clients comme un des leurs. J'ai oui, eu un invité, François Champagne, il y a quelques épisodes, le premier épisode de la saison 3, qui lui était notaire et il s'est tourné vers la traduction par après. Et il me confiait que lorsqu'il fait de la traduction en juridique, ben, il est perçu comme un des leurs. Donc ça, on peut pas tous retourner à l'école puis aller chercher. Alors comment on fait pour créer ce lien-là que eh certains ben, ont c'est une déjà dans excellente leur question. bagage? Beaucoup de gens se la posent. La première chose par rapport aux gens dont tu parles qui sortent d'une profession et qui rentrent dans la traduction, en restant un petit peu par la bande dans la profession, effectivement, il faut capitaliser sur le réseau qu'on a déjà. Ça évite d'avoir à tout Mhm. recommencer à zéro, donc c'est une très bonne idée. Et puis on part avec un capital confiance très fort puisqu'on sort de ce métier. Donc évidemment, c'est beaucoup plus facile de ensuite revenir avec un nouveau service puisque ben, on est des pairs. Mais comme tu l'as dit, quand on déboule de nulle part et qu'on est totalement étranger à un secteur, c'est beaucoup plus difficile. Donc c'est là que la méthode brioche joue tout son rôle. Quand tu es déjà dans le secteur, tu as moins besoin de briocher. Mais quand tu ne l'es pas encore, tu en as vraiment besoin. Et donc comment on fait? Eh bien, c'est le B, tu sais, de la brioche. Le à qui, quoi et pourquoi. Pour Ah, répondre à ces 3 questions, dans ma formation, ça met 30 heures. Donc je ne vais pas pouvoir te donner les réponses en 2 minutes. Ça met 30 heures. OK. Non, non, mais C'est très tu nous compliqué, mets au mais je vais te donner parfum, là. des, On voit un peu là, vers quoi on doit le je travail vais qu'on a à donner des faire. grandes règles générales. Quand tu n'as encore aucune idée d'un secteur de spécialité qui te plaît, parce qu'il y a plein de traducteurs et traductrices qui voudraient bien faire de la traduction marketing et qui pensent que la traduction marketing ou la traduction juridique ou la traduction finance, c'est une spécialité. Sauf que non, ça, ce sont des outils qu'on peut utiliser dans n'importe quel secteur, parce que toutes les entreprises du monde ont besoin de marketing, de traduction financière et de traduction juridique. Donc c'est un service, mais c'est pas un secteur de spécialité. Donc pour Ça, choisir le c'est vraiment secteur, intéressant. Tu vois, moi-même, je me suis fait prendre parce qu'on s'est parlé juste un petit peu avant d'entrer en ondes. Je te disais que mes 3 domaines que je mets dans mon portfolio, c'est le juridique, la recherche et développement, et puis le technique et ingénierie. Alors, tu m'as dit, moi, j'étais sûre que c'était mon domaine de spécialité, un de mes domaines de spécialité. Tu as dit non, c'est tous les clients ont besoin de droit, de notions de droit, de traduction dans le droit, pour des contrats, et tout ça. Alors, je les trouve ça entreprises ont vraiment, des vraiment, contrats. et j'espère que tout le monde je D'ailleurs, pense que tu vas n'hésitez pas dans accrocher le plein, plein chat de si monde. vous n'êtes pas Oui, d'accord avec ce que je dis à oui. contredire, parce Moi, que je suis argumenter, d'accord. j'adore discuter. Et si vous êtes d'accord ou si vous avez des questions, que vous avez envie de creuser, c'est le moment. Lâchez-vous, posez vos questions, c'est important. Donc concrètement, quand on ne sait pas
quel est le secteur de spécialité qu'on veut cibler? Le plus simple, c'est d'aller chercher dans les chiffres qui existent, et en particulier dans la balance commerciale, dans le chiffre d'affaires généré à l'export par les entreprises entre un pays source et un pays cible. Concrètement, Sylvie, tu es au Canada, francophone, Oui, au Québec. Bon, tu traduis depuis l'anglais. oui. Donc, imaginons que tu veuilles savoir quels sont les grands secteurs qui exportent depuis, par exemple, les États-Unis vers le Québec. On est Là, on très n'est pas en précis. très bon terme avec... Alors, pas les États-Unis, depuis le Royaume-Uni. Mais ça marche peut-être, Royaume-Uni, ça mais je marche. sais pas. Peu Je importe, sais pas. n'importe quel pays où l'anglais est la langue nationale, la langue officielle. Donc, on Mhm. va prendre par exemple le Royaume-Uni. Oui. Ça pourrait être la Suisse, dont une des langues est l'anglais. Mais bon, le pays est tout petit par rapport, tu vois, il y a, comme qui dirait, un léger, léger décalage. Mais si Eh, on mais prend sais-tu, par exemple, Ingrid, je me permets de t'arrêter parce que au Canada, on veut se tourner vers l'Union européenne et justement, ce que tu as évoqué tout à l'heure, que les courriels, c'est plus difficile que Facebook, ça devient un obstacle. Alors, on va peut-être, nous, être appelés justement à traduire plus vers les pays de l'Union européenne et c'est très, très bon ce que tu viens de dire. Moi, je l'ignorais totalement, ce que tu nous as dit, là. alors pour les traducteurs qui veulent aider leurs clients à percer dans l'Union européenne, le premier conseil que je donne, c'est de regarder le RGPD et de réfléchir à la meilleure manière d'accompagner un client à être conforme au RGPD. Et ça, du coup, Sylvie, traduction juridique, tu as non seulement la prestation de conseils d'orientation culturelle, mais aussi, bien entendu, toute l'adaptation documentaire qui va avec, très importante. Je vais le mettre d'ailleurs sur l'enregistrement va être sur la chaîne YouTube de Tradinter Formation et je vais donner cette information-là dans le descriptif, là, effectivement. Super. C'est une astuce parmi d'autres, mais c'en est une qui est très importante et qui, pour le coup, est valide quel que soit le pays cible dans l'Union européenne, puisque le RGPD est valide à l'échelle de l'Union européenne, donc pas l'Europe géographique, mais l'Union OK, européenne. Union européenne. Parfait. Voilà. Donc je disais, pour les secteurs, il faut choisir deux pays, puisque la balance commerciale, elle est ciblée de pays à pays. Donc il faut choisir deux pays. Vous pouvez faire la même recherche depuis plusieurs pays vers le Canada, vers le Québec, c'est pas un problème. Mais chaque recherche de pays vers le Canada doit être individuelle. On ne peut pas faire une seule recherche pour tous les pays en même temps, ça marche pas. Donc on peut faire par exemple du Royaume-Uni vers le Canada. Ensuite, plus tard, on fera de la Suisse vers le Canada et une autre fois, on fera des USA vers le Canada. Mais on ne peut pas faire les trois en même temps vers le Canada parce que c'est pas les mêmes secteurs qui exportent. Donc, imaginons Royaume-Uni vers Canada. Je connais pas le marché Royaume-Uni, je sais pas du tout quels sont les secteurs qui exportent, mais on va dire au pif, la nourriture bio par exemple, la voiture, les équipements de contrôle cardiaque, tu vois, médecine et puis les vélos. Voilà, bon. Alors, il y a quatre grands secteurs qui exportent. OK. Maintenant, on sait que ces quatre secteurs-là ont de l'argent et sont en demande de besoins de communication puisqu'elles exportent déjà. Donc, c'est qu'il y a un besoin qui existe. À l'intérieur de chacun de ces grands secteurs, il y a plein de sous-spécialités. Par exemple, sur la nourriture, il y a l'agroalimentaire, il y a les boissons, la nourriture bio saine, il y a la nourriture végane, il y a plein de choses. Et puis, il n'y a pas forcément que les produits finis, il peut aussi y avoir des produits intermédiaires, il peut y avoir de la farine, il peut y avoir, je sais pas, de la viande hachée en vue de produire des produits finis. Il peut y avoir plein de choses. Donc, à l'intérieur du secteur agroalimentaire dont on sait qu'il est porteur, quelles sont les sous-spécialités qui exportent le plus? Quand on a ça, on a trouvé par exemple la sous-spécialité, je sais pas, nourriture végane. Mhm, Je dis mhm. n'importe quoi, j'en sais rien, mais ça donne un Non, non, mais exemple. ici, c'est, oui, effectivement, ça Donc pourrait. agroalimentaire, nourriture végane, à l'intérieur de la nourriture végane, qui est déjà quand même assez ciblée, la question c'est quelle est la typologie moyenne des entreprises qui exportent? Classiquement, les grandes entreprises, les multinationales, les grands groupes, ou alors les filiales qui sont petites à l'échelle locale mais qui répondent à une maison mère qui est gigantesque, ces entreprises-là, elles ont des processus déjà bien définis pour la traduction, déjà des partenaires, déjà des contrats. S'insérer là-dedans, c'est pas facile. Et surtout,
En général, les grosses boîtes vont chercher des cabinets, des agences, parce Mhm. que les agences ont une capacité. Le volume, Alors, oui. c'est même pas le volume, parce qu'aujourd'hui, il y a Non? des groupements de traducteurs qui sont capables d'absorber des volumes et même du multilinguisme plus plus. Ah Mais c'est oui? surtout une Mais question non? financière. C'est une Ah, question d'assurance. Si jamais il y a une bourde sur une campagne de communication, l'agence de traduction, elle peut rembourser des millions d'euros ou des millions de dollars canadiens. mhm, Mais nous, traducteurs, ou un groupement de traducteurs, même avec une bonne assurance RCP, on peut rembourser peut-être au maximum 1 million. Et encore, c'est difficile. Donc les grosses agences, les grosses entreprises se tourneront très peu vers les freelances et les consultants externes mhm, pour des prestations comme ça. Donc le plus simple, à moins d'avoir des bons contacts, des gens qui connaissent des gens, ou d'être soi-même du secteur, ce qu'on disait tout à l'heure, mhm, mhm, à moins de ça, il vaut mieux éviter les très gros groupes. Donc jusqu'à 250 personnes, ça passe. Au-delà, ça commence à être vraiment trop gros. Donc des entreprises en dessous de 250 personnes, c'est des PME. Donc après, on va regarder vers le bas, l'échelle vers le bas. Est-ce que, tu vois, t'as les PME, puis tu as les startups, et puis, enfin, en français, on dit, excuse-moi, en France, je sais pas comment on dit. les jeunes pousses. Les jeunes Les pousses, startups, merci. oui, je ne sais plus si c'est ça, mais il me semble, mais Attends, on c'est dit pire que ça, startups. parce que nous, on parle de PME, donc les petites et moyennes entreprises. Oui, c'est En ça. dessous de ça, tu as les scale-up. Ah, Je ça, suis j'ai jamais vraiment entendu désolée. ça. OK. Ce sont des startups en phase de croissance. Ah, d'accord. Ils sont en passe de devenir des PME. On a Ah, Laurence qui dit d'accord. les entreprises en démarrage. Ah, start-up des entreprises en démarrage. Merci Laurence. Très Oui, bonne je pense que c'est remarque. plus, merci, oui. Donc en dessous des entreprises en démarrage, qui ne sont plus en démarrage, qui sont en croissance, nous on parle de scale-up. OK. Et donc en dessous de ça, il y a les entreprises en démarrage et en dessous de ça, il y a les solopreneurs. Ça, Donc les c'est solos, une seule personne, oui, solopreneur? ce sont OK. comme nous en fait. Nous, on est des solopreneurs. On a monté une entreprise et on est seul à la tête de l'entreprise. Mhm. Toi, Sylvie, tu es la directrice de ton entreprise, et ta comptable, et ta commerciale, et ton infirmière, et ta traductrice, t'es tout. Un petit problème de dédoublement de la personnalité, mais... Donc, par contre, ces entreprises-là, en général, ne sont pas suffisamment matures, quand on parle d'exportation de produits ou de services, ne sont pas suffisamment matures pour passer à l'international. Mhm. En particulier pas en traversant l'Atlantique, surtout si c'est des produits, parce qu'il faut quand même imaginer le coût que ça impacte, que ça implique, l'export d'un produit. Tu as toute la partie transport, bateau, assurance, stockage, chaîne de livraison. Il y a toute une série de frais massifs associés à ça. Donc, à partir de une quinzaine de personnes dans l'entreprise, on peut partir du principe, selon le secteur, qu'on peut atteindre du 3 à 5 millions d'euros par an de chiffre d'affaires. Alors en dollars canadiens, je ne sais pas, et je suis nullissime en maths, donc je vous laisse faire la conversion. Mais entre 3 et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, la possibilité de passer à l'export existe réellement. Donc on est sur des startups pardon, des entreprises en démarrage bien installées. Elles sont, je dirais, facilement à la fin de leur deuxième année, voire troisième année d'activité, et elles ont trouvé une niche qui marche. Ça veut dire que nous, traducteurs, il faudrait qu'on aille cibler dans ce secteur avec cette sous-spécialité une typologie d'entreprise qui est quelque part entre 15 et 200 personnes, avec un chiffre d'affaires qui est quelque part entre 3 et, on va dire, 5-6 millions d'euros. Mhm. Ça, c'est notre cible magique. C'est là qu'il y a un très très gros besoin de conseils en orientation culturelle, en communication. Il y a déjà du budget puisqu'ils font du chiffre d'affaires. Et ils n'ont pas encore mis en place tout ce qu'il faut avec les différents partenaires et cabinets. Donc c'est là qu'il faut aller chercher. Et ensuite, la question, c'est à l'intérieur de cette typologie d'entreprise, qui est quand même déjà assez resserrée, quelle est la fonction métier qu'on va cibler? Classiquement, les traducteurs vont chercher les directeurs marketing, les directeurs de communication. Sauf que ça, c'est un faux bon profil. Parce que ces gens-là, ce sont les gens dont le budget du service va servir à payer nos services. Ça veut dire que ce sont les payeurs. Ça veut dire que eux, leur prime de fin d'année, peut-être même leur poste, dépend du prix.
Ça dépend du prix. Eux, leur truc, c'est leur directeur leur a dit, mon gars, cette année, tu as 5 millions d'euros à disposition. Ton objectif, 5 millions, j'abuse, 500 000 euros à disposition. Ton objectif cette année, c'est de faire ça, ça et ça comme campagne de communication pour notre marque dans l'enveloppe. C'est tout. Donc lui, il va aller chercher les partenaires qui vont réaliser la communication qu'il veut et il va regarder le prix. Si ça rentre dans son enveloppe, il prend. Si ça rentre pas, bah, il va Autrement réfléchir. dit, il tient pas compte du tout des résultats que le choix qu'il va Il en faire, tient ce compte, mais en directeur, il en tient second pas lieu. compte. Il va pas dire, ben, ça va permettre de générer tant de chiffre d'affaires pour la C'est pas son compagnie. travail. Alors, Mhm. il en tient compte, mais en second lieu, parce que c'est pas son En travail second de lieu. générer du chiffre. C'est pas son OK. travail. Le travail de générer du chiffre, c'est le responsable développement commercial, le responsable rétention, fidélisation client, le responsable export, le business development manager, tout ce genre de fonctions. Leur objectif, leur prime de fin d'année, leur salaire dépend du chiffre d'affaires. Donc si vous allez les chercher, eux, et que vous leur dites, tu sais quoi, Pierre, toi aujourd'hui, là, tu vas développer la marque machin au Canada. Je sais exactement comment t'aider à faire plus 21% de clics dans tes infolettres. Je sais exactement comment faire pour que tu réussisses à percer sur ce marché en moins de 6 mois. Ah ben il va écouter, hein. Ah, OK. vous avez son oreille, ça c'est sûr. Et si vous avez son oreille, vous pouvez lui parler en direct, vous pouvez le voir en visio, vous pouvez le convaincre, parce que le lien humain, c'est surtout en visio qui se fait. Donc vous allez le convaincre. Et si lui, il est convaincu, lui, il va aller trouver le directeur et il va dire, chef, je veux elle là, je veux Sylvie, il me la faut. OK. Et le chef va dire, bah ok, vas-y, je signe le contrat, vois avec la com, là, comment vous vous organisez, voilà. Et c'est fait. Mhm. Donc OK. repérez non pas le profil payeur, mais le profil prescripteur. Qui a le plus intérêt à vos services? Qui gagne l'argent et qui perd l'argent quand vous travaillez pour une entreprise? Mhm. Ça peut être le PDG aussi. Si c'est une petite C'est entreprise, c'est le possible. PDG. Oui, c'est ça, exactement. Si c'est une petite entreprise, très De à peu souvent, surtout près justement dans 15 personnes. l'agroalimentaire dont on vient de parler, Mhm. agroalimentaire vegan, souvent c'est le fondateur PDG qui Mhm. décide tout court. En plus, il n'y a souvent pas énormément de monde dans l'entreprise, c'est une vingtaine, entre 20 et 50 personnes, souvent, le profil moyen. Et donc, c'est le PDG qui décide, donc c'est lui qu'il faut aller chercher. Mais encore une fois, la fonction métier, tu vois, dépend de la typologie d'entreprise. La typologie d'entreprise dépend du secteur. Et le secteur, donc tu vois, tout ça, c'est lié. D'exportation et voir les liens entre les deux Voilà. économies. Maintenant, le temps file. T'as vu J'ai une ça? autre question. Oui, on est presque au bout de notre heure. Je sais qu'il y en a qui doivent retourner travailler là. Ensuite, toi, tu prônes beaucoup quelque chose qui nous, on ne faisait pas, c'est d'afficher nos tarifs. Tu parlais d'une Oui. offre de service bien ciblée, donc on a vu comment bien cibler le client, les bonnes personnes, lui offrir les services. Maintenant, il faut lui dire combien ça va coûter. Oui. Puis, pas perdre de temps, là, dire fling-flang. Il faut que ça soit Et sur là, la ça, page de vente. dans ma formation, ça prend 20 heures. Donc, tu vois, ça se fait pas en 5 minutes. Petite question technique, faut-il un numéro de TVA dès qu'un freelance travaille avec un autre pays? Oui. En Ah, Europe, il faut même un numéro de TVA intracommunautaire. Donc oui, il faut un numéro de TVA si tu travailles avec un autre pays. Ça, c'est une certitude, c'est la loi. Tu t'en as besoin, même si tu ne factures pas la TVA d'ailleurs. Même si tu es en franchise en base, tu en as besoin. En Europe, c'est très facile à obtenir. Le numéro intracom, en quelques jours, vous l'avez, c'est gratuit, c'est facile. Ailleurs, je ne sais pas. J'ai aucune idée. Excuse-moi, bêtement, j'ai perdu le fil. Euh, Ah, l'offre de service, Oui, pardon. c'est ça, parce que je vois que le temps file et puis Au que revoir, nous, Fatma. il fallait pas, faut pas divulguer nos clients, faut pas divulguer là, je parle des traducteurs dans la Oui, période avant intelligence artificielle. Il fallait pas dire nos tarifs, même entre collègues qui se côtoient régulièrement, c'était quasiment tabou, et tout ça. Alors, oui. là, maintenant, Alors, non, on est très transparent, on affiche notre offre de service très ciblée avec le prix. alors C'est ça. oui,
Mais non. J'aime bien je vais te le dire à l'allemande, Jein. Il faut D'ac- donner le prix forfaitaire de l'offre sur mesure que tu construis pour ton client. Tu ne donnes pas le détail du prix qui t'a permis de construire ce forfait. Donc ça veut dire que le prix au mot, toi, tu vas en tenir compte pour construire le prix. Tu ne le divulgues pas à ton client, tu ne le divulgues à personne, c'est ton prix au mot à toi, qui dépend de plein de choses. Ça, c'est la matrice des coûts complets, les trois piliers des coûts complets qui te permettent de définir ton prix au mot, et ton prix à l'heure d'ailleurs, et ton seuil de rentabilité. Tout ça, tu t'en sers. Mais ce que tu vas facturer à ton client, c'est le périmètre de travail que tu lui proposes, plus ta marge de rentabilité, plus la valeur perçue. Et tout ça ensemble, alors il y a des critères précis bien sûr pour définir tout ça, mais ces Oui. trois éléments-là, c'est ça qui donne le prix de l'offre forfaitaire spécifique et unique ciblée pour Pierre, par exemple. Mhm. Et ça, c'est pas ton prix, c'est juste le prix de l'offre, ce n'est pas ton prix. Donc tu ne divulgues pas ton prix, mais par contre, tu crées des packages, des forfaits que tu vas vendre à l'unité. OK, de la même façon que lorsqu'on va on magasine une voiture, on nous dit, bon, ça va coûter 30 000, 35, 60 000. Exactement. Alors, on nous donne pas le détail, là, Non. effectivement. Donc, Et c'est tu la ne sais même pas combien le logique. concessionnaire, lui, a acheté la voiture. Tu sais Non, pas du tout. Et puis ça effectivement. te regarde pas. Et à vrai dire, Non, tu t'en fiches. absolument. Voilà. Et c'est pareil pour les offres forfaitaires. Tu vas afficher le prix final. Tu n'as pas besoin de donner le détail du détail. Et donc, tu n'as pas besoin de dire, moi, je facture, je sais pas, 0,22 centimes le mot. Oui, c'est ça. Voilà, ça regarde personne. Ça, c'est ta toutouille. OK. Et puis là, comme le temps file, j'aimerais que tu nous parles un peu des ateliers, justement, quand tu parlais, comment ça fonctionne, tes ateliers. Tu me disais que tu peux prendre à peu près 5 personnes à la fois. Quand on parle d'atelier, c'est parce que on s'est rendu compte qu'on n'avait pas la même compréhension d'atelier. Pour nous, les ateliers ici au Canada, c'est plus comme une séance d'1 heure sur un sujet donné, mais c'est plus un programme de formation qu'on dirait ici. Oui. Mais pour toi, quand tu parles d'atelier, c'est vraiment sur un mois, par exemple, avec plusieurs Oui, heures de... alors en Europe, la notion d'atelier, c'est plutôt la notion d'application concrète. Une formation, ça reste un peu théorique Ah, académique. OK. Et on récupère une information et puis charge à nous ensuite de la transposer en quelque chose de concret dans notre quotidien. Ce que je fais, l'atelier au sens où je l'utilise, c'est je te donne un tout petit peu de théorie, juste histoire que tu comprennes où tu vas, mais Mhm. surtout on passe à l'action. C'est surtout ça. C'est énormément d'applications concrètes avec beaucoup de ping-pong. Je te donne une information, tu fais les recherches, on valide ensemble. Ensuite, on passe à l'étape d'après, tu fais les recherches, on valide ensemble, etc. Et c'est pour ça que Euh, c'est si long. On a un Un mois entier. accompagnement, en fait, tu fais un accompagnement. Ah oui, ah C'est oui. pas 1 heure ou 2 heures où tout le groupe Ah est non, ensemble et tu expliques, OK. non, c'est un accompagnement tous les jours, plusieurs fois par jour, WhatsApp. On se voit aussi en visio régulièrement tout au long du mois. Donc les ateliers, c'est peut-être ça ce que tu veux dire. Il y a des visios entre 2 heures et 1 heure selon les Oui, situations, c'est ça, tout au long du effectivement. mois. Oui, Voilà, avec les gens pour faire le point, pour lancer un nouveau grand sujet et ensuite passer à l'action, etc. Oui, il y a des visios. Mais c'est vraiment un travail extrêmement intensif et on a vu là l'ampleur des sujets et la profondeur de recherche qui est nécessaire, on l'a effleuré un petit peu. Donc on se oui. rend compte de l'ampleur du travail qu'il y a derrière. Et c'est pour ça que je disais aussi, il y a des faux bons profils, il y a aussi des faux bons secteurs. Quand on fait des recherches, que ce soit sur les ministères, sur Statista d'ailleurs, notez les sites de recherche intéressants, Statista et Eurostat pour l'Union européenne. Mhm. Pour le Canada, je ne sais pas du tout, mais je pense qu'il y a des sites similaires. Quand on fait des recherches là-dessus, on a des infos très génériques. Donc on se sert de l'intelligence artificielle et c'est là que c'est intéressant d'utiliser les outils à notre disposition, pas comme des concurrents, mais comme des bras droits. On se sert de cette intelligence artificielle pour fouiner dans la masse des chiffres, faire le tri et synthétiser. Ensuite, il faut vérifier ce qu'elle ressort pour éviter qu'elle nous hallucine des réponses aberrantes. On vérifie tout. Et à chaque fois, chaque étape prend entre 1 et 2 heures. Donc quand vous faites vos recherches dans votre coin, dites-vous que si vous avez obtenu un résultat en 5 minutes, il y a un problème. C'est qu'il manque des étapes, il manque des vérifications. Quand on construit son modèle d'affaires, c'est absolument vital de ne jamais être obligé de dire je pense ou je crois.
Il faut des certitudes, il faut des chiffres, il faut tout valider. Si une hypothèse de travail n'est pas validée, ça reste un morceau de sable en plein milieu d'une dalle de béton. C'est super dangereux. Ne faites pas ça. Assurez-vous que chaque élément est validé, vérifié, parce qu'une fois que les fondamentaux sont solides, il peut se passer n'importe quoi, l'intelligence artificielle, une comète, un tremblement de terre, vous trouverez toujours une solution pour vous adapter. Parce que vous saurez toujours à quel niveau de votre modèle d'affaires il faut changer quelque chose. Mais si les fondations ne sont pas solides, On a des problèmes. voilà. Et ce que je trouve intéressant dans ton approche aussi, c'est que les gens qui s'inscrivent commencent déjà à avoir des contrats pendant cette Oui, période-là. oui, Et c'est très rapide, c'est pas oui. après, là, c'est pendant, Non, là. c'est pendant, oui, oui. Oui, ça va très vite parce que dès l'instant où on a défini, après la première partie, on a défini le client idéal, on sait exactement à qui on veut vendre quoi et pourquoi. Avant même de commencer à construire l'offre de service, ben, on peut déjà commencer à échanger avec les clients. On peut aller les chercher sur LinkedIn, sur Google, sur Facebook, peu importe où, on peut aller les chercher et engager la conversation. Et comme au début, les traducteurs qui se lancent au début, ils sont un peu timides, ils osent pas vraiment, évidemment, ils parlent pas de leur service. C'est très bien de pas parler de ses services. On parle du client, on se met vraiment dans la tête de son client et on se met à sa disposition. Les clients n'ont pas l'habitude de ça. Et donc, ça les intéresse, ils tendent l'oreille, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je croyais qu'il allait me vendre un truc, mais ah bon? Ah, il me donne de la valeur en plus. Mais il m'intéresse celui-là. Et il y a un moment où ils vont venir d'eux-mêmes demander, mais au fait, tu fais quoi? Et là, là, tu peux expliquer ce que tu fais. Et si la personne à ce moment-là a besoin de toi, elle va te dire, ben viens, on se parle, on se fait une visio. Ok, très OK. bien. Et on n'a pas besoin d'aller à la pêche puisqu'il vient nous voir. Mais il y a des méthodes pour ça, bien sûr, ça se fait pas comme ça. Il y a des méthodes. Absolument. Et puis encore là, on est au Canada, toi tu es en France, donc il y a aussi sûrement nous, on doit voir un peu comment ça se passe chez nous. Mais je pense qu'on va arrêter là. J'aimerais juste à savoir, tu me donneras le lien pour que je puisse mettre dans le descriptif les gens qui veulent s'inscrire à ta formation. Avec plaisir. Et puis en fait, c'est l'approche brioche que tu présentes dans ta formation. C'est bien ça? Oui. Alors, C'est ce ça. que je peux faire, mais ça, c'est la partie payante. Et là, j'ai plus de place pour 2025, de toute façon, il Bonne est déjà nouvelle. complet. Bravo. Alors, Félicitations. tant mieux pour moi, mais c'est frustrant parce que je sais qu'il y a plein d'autres traducteurs et traductrices qui attendent et qui aimeraient bien. Donc, ils sont sur liste d'attente, mais bon. En tout cas, ce qui est certain, c'est ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un bonus gratuit, si tu veux bien, Sylvie. Mhm, Je mhm. vais vous donner le lien vers des PDF à télécharger qui permettent en 30 questions de faire le point sur votre modèle d'affaires. Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui manque? Sur quel sujet il faut travailler pour optimiser le modèle d'affaires? Je peux pas le OK. faire avec vous, mais je peux au moins vous donner, par ce biais, des pistes simples sur les sujets auxquels il faut penser. Et une dernière petite chose, pour ceux qui commencent, tu me disais, les jeunes qui sortent de l'université, c'est plus difficile dans les 3 premières années. Oui, Toi, tu leur recommandes de passer par les agences, oui, d'avoir de la oui, oui, rétroaction de réviseurs professionnels et tout, oui, là. oui. Les Euh, 3 premières années, c'est vraiment important de passer par les agences de traduction parce que, ben, on va pas se mentir, on a beau avoir, c'est comme dans tous les métiers, on a beau avoir la connaissance académique de quelque chose, mhm. la pratique est vitale et essentielle. Euh, savoir comment on traduit et traduire effectivement de façon efficace et qualitative, deux salles, deux ambiances. Il faut Mhm. passer par la moulinette des agences pour faire ses armes, pour avoir ces réflexes et savoir utiliser correctement les cat tools, par exemple. Mhm. Savoir aussi accepter de se prendre, accepter avec grâce, de se prendre une Mhm. baffe dans la figure quand on a raté quelque chose, se Mhm. remettre en question professionnellement sans se remettre en question personnellement. Ça aussi, c'est très important. Il faut Mhm. l'apprendre avant d'arriver sur le marché privé. Ça prend pas du jour au lendemain. Et donc, ces fameuses 3 années, elles sont vraiment incompressibles à mon avis. Je pense que la méthode que moi je propose, elle commence à être vraiment intéressante pour des traducteurs et traductrices qui ont entre 5 et 6 ans d'expérience. Là, ça, vraiment, c'est très très bien. Mes clients en moyenne ont entre 15 et 20 ans d'expérience. Et pour eux, OK. vraiment, ça marche super bien. Alors, j'en Hop. doute pas.
Alors, j'ai le J'envoie lien, le je le vois ici là, dans le chat, dans là, le dans la bulle de chat, oui, je te l'ai conversation. mis là. Alors, merci beaucoup. Et puis, je te remercie beaucoup pour toutes ces informations-là. Et, Avec plaisir. et j'invite tout le monde à, je sais pas si, en tout cas, à devenir ami avec toi sur LinkedIn. Je pense que c'est la meilleure façon de te suivre, hein, Avec c'est sur plaisir. LinkedIn. On vient de l'apprendre. C'est pas sur Venez Facebook. dans ma grande famille, avec grand plaisir. Je suis Et ravie est-ce que tu peux nous d'accueillir et parler de d'aider tout ton le monde. groupe? Ah, juste en terminant, t'as créé un groupe sur LinkedIn pour les Oui, un traducteurs? groupe LinkedIn qui s'appelle les Toniques Preneurs. C'est un groupe, alors il est privé dans le sens où les communications, ce que vous postez dans le groupe n'est pas visible à l'extérieur du groupe. J'ai Mhm. choisi ça parce que ça permet de poser des questions sur notre activité, notre modèle d'affaires, la prospection, etc., sans que nos clients le voient. De rien, Nesca, ça me fait très plaisir. Donc c'est pratique parce que vous pouvez vraiment poser vos questions, mais c'est un groupe ouvert à tous les traducteurs. Par contre, il n'y a que des traducteurs, c'est-à-dire que vous ne risquez pas de trouver vos clients dans le groupe, ça c'est sûr. Quand même. C'est important, mais c'est très important. Et donc le but de ce groupe, c'est de s'entraider. On fait jouer le cerveau collectif sur tous Mhm. les sujets qui nous prennent la tête traducteurs. Aujourd'hui, on est à peu près 600 et vraiment c'est très chouette. C'est vraiment une bonne ambiance parce qu'elle est fondée sur le respect, donc forcément l'ambiance est sympa. Mais merci beaucoup pour toutes ces astuces et pour ton temps Avec grand et plaisir. merci. Merci beaucoup, Ingrid. Merci beaucoup de m'avoir invitée, Sylvie. Ça m'a fait très plaisir, ce grand Au moment avec plaisir. vous. Mais moi aussi. Nous aussi. Tout le monde. J'en suis sûre. Au revoir. Au revoir.